président Biya nous a restitué notre dignité d'homme en nous ramenant à la liberté. Ce pays est dans une situation dont nous ne soupçonnons peut-être pas l'ampleur du pourrissement. En 92, on avait une chance incroyable. Les Camerounais avaient transcendé l'histoire d'anglophone-francophone. En faisant quoi? En votant pour un anglophone unilingue venant de Bamenda, presque inconnu. Il faudrait peut-être que les dispositions constitutionnelles s'améliorent pour que, après Paul Biya, il n'y ait pas un sergent-chef. Je n'ai pas envie de dire qu'il manque une volonté forte de lutter contre la corruption, mais je le dis quand même. Depuis que le RDPC a été battu aux élections en 1992, ils ont, n'est-ce pas, fermé toute velléité démocratique. Le président Biya est sorti du champ de la légitimité. Ne serait-ce que pour cet argument-là, il ne devrait plus se représenter. Nous avons voulu écouter ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui et ceux qui pourraient l'exercer demain et avons sollicité tous les principaux représentants de la classe politique camerounaise et des membres de la société civile. Ceux qui ont accepté s'expriment ici dans une démarche assez inédite sur la situation politique du pays, sur la relation singulière à Paul Biya, le président et l'institution, sur les défis liés au processus électoral et sur les conditions d'une succession apaisée. Une image qui vaut 1000 mots. Le président de la République qui descend de l'avion, qui s'entretient avec le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, sans doute pour prendre les nouvelles du pays et lui faire partager quelques souvenirs de son déplacement. 21 octobre 2024. Après 49 jours d'absence, une période nourrie d'incertitudes et un président déclaré mort par une rumeur intensifiée par les réseaux sociaux, Paul Biya, président du Cameroun, est de retour sur le sol national. Son Excellence Paul Biya, de retour d'un séjour officiel qu'il a conduit pour la dernière étape en Chine il y a quelques semaines. Un retour triomphal, comme déjà en 2004 après des rumeurs similaires, diffusé en direct à la télévision nationale et relayé le soir même dans les journaux des télévisions locales et étrangères. À la une ce soir, le retour de Paul Biya au Cameroun. Le président camerounais est rentré au pays ce lundi. Un retour qui met fin à de nombreuses rumeurs sur son état de santé ou sur son décès. Paul Biya donc foulait le sol de son pays en début de soirée et comme il est de tradition ici au Cameroun, on l'a vu saluer ses principaux collaborateurs à sa descente d'avion. La scène, digne d'un couronnement, ravive immédiatement les débats sur la stabilité du pouvoir et l'avenir politique du Cameroun. Car derrière l'apparat et la ferveur manifeste, se profile déjà à l'horizon une élection présidentielle d'octobre 2025 qui promet d'être un moment décisif pour ce pays au cœur de l'Afrique centrale. On a vu le président de la République revenir et ne pas prendre la parole. Absolument pas, ni ce jour-là, ni plus tard. On a vu quelques rares images. Et puis, il a redisparu, il est reparti dans le silence. Ça m'a plutôt fait réfléchir sur qu'est-ce qui se passerait si effectivement il ne rentrait plus vivant. Parce qu'il a un certain âge, il n'est pas immortel. Et donc un jour ou un autre, ça va se produire. Pendant que toute cette affaire s'emballait médiatiquement, notamment les réseaux sociaux, mais moi je croisais plein de gens qui se disaient « Ah tiens, donc il n'était pas là. Ah, il est malade. » Ben, quand il est parti. Parce que d'habitude, personne ne sait quand il est là. Les seuls qui ont paniqué, c'est son entourage. Nous, on était sereins. Paul Biya, un nom désormais indissociable de celui du Cameroun. Dans sa 93e année, est président de la République depuis plus de 42 ans, après avoir été Premier ministre pendant 7 années. Une longévité au pouvoir quasi sans précédent sur le continent africain. Pendant des décennies, la question de sa succession est restée taboue, chuchotée dans les allées du pouvoir, mais jamais vraiment
abordé en public. Mais ces derniers mois, à l'approche de la présidentielle très attendue de 2025, la question est soulevée dans la société civile, dans l'opposition politique, par les populations autant que dans les cercles religieux. L'idée d'une nouvelle candidature du chef de l'État camerounais pour un nouveau mandat de 7 ans suscite alors des positions tranchées. Le pire ne viendra pas, même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen. Des positions tranchées, une succession qui fait polémique, une candidature de Paul Biya qui divise autant qu'elle conforte officiellement de nombreux cadres du parti au pouvoir. Quand on a une charge de porter le Cameroun, on n'a pas le droit au repos. Il n'a pas le droit, ce serait de la haute trahison. 2025, c'est une année cruciale. Les seuls présidents Biya allaient se reposer au village, comme on l'a évoqué dans un de ses discours. Je crois que si Dieu lui accorde la grâce d'être vivant en ce moment-là, laissons-le véritablement aller se reposer. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Depuis longtemps subsistait une crainte, générée par ce qui était largement considéré comme un flou, voire un vide juridique, en cas de disparition du président de la République, déjà très affaibli par le poids de l'âge. Souvent évoquée, jamais résolue, la question d'un chemin balisé pour une transmission du pouvoir sans incident restait l'élément clé de l'équation. Et le silence de Paul Biya sur l'éventualité de sa candidature à cette élection du 12 octobre 2025 en rajoutait à l'inquiétude. Ideally, if you're a leader who loves your country, you're questioning what is best for my country. And in his position, I will open up. He said, well, listen, all of you want to be president. Let's have a meeting. Let's discuss. We'll do a transition. And then we'll do the elections. We clean up the electoral code. We do the elections. Somebody is elected. And I bow out. La succession du président Biya est réglée par des textes qui aujourd'hui sont très clairs. Que ce soit au niveau du parti, le RDPC, où il est président national, ou alors au niveau du pays où il est président de la République. Dans le régime actuel, cette pensée-là n'est pas du tout à l'ordre du jour. Parce que si elle l'était, on devait déjà voir des indications dans l'ordonnancement institutionnel d'un passage de témoin générationnel. Parce que lorsque vous avez un président de la République qui a l'âge qu'a notre président, et l'État qu'on lui connaît, et vous avez comme successeur constitutionnel le président du Sénat qui est exactement dans la même catégorie, et vous avez comme troisième personnalité le président de l'Assemblée qui est également au niveau des capacités physiques et physiologiques dans la même catégorie. Ça veut dire que quelque part, il y a une négation d'un passage de témoin ou d'un transfert générationnel de la direction du pays. C'est le devoir des acteurs politiques de préparer la suite. Il doit y avoir ce que les Anglais appellent succession plan disponible en permanence. Le système n'est pas fait pour qu'il y ait une transition politique normale. Nous considérons que nous avons un adversaire qui est là depuis longtemps et qui a un avantage d'être là effectivement depuis longtemps et d'avoir taillé les institutions à sa mesure. Mais nous nous adaptons à ça et nous nous préparons en conséquence. Donc pour nous, voilà l'essentiel. Même la Constitution n'a pas été rédigée, conçue, pensée pour envisager la continuité des affaires publiques, la continuité de l'État après le départ qu'on devait quand même savoir inéluctable de l'actuel chef de l'État. Ça fait depuis 2011 que la succession du président se pose avec appétit. Donc, 2011 à 2024, on pense quand même qu'il est de bon ton qu'on s'y penche réellement. Mais on ne peut pas s'y pencher si lui-même, en tant qu'acteur, n'est-ce pas, reste dans le silence.
Le silence du président dérange. Mais ce silence n'a duré qu'un temps. Car le 13 juillet 2025, sur ses réseaux sociaux, Paul Biya s'est déclaré candidat à la présidentielle d'octobre 2025 avec un message clair au peuple camerounais. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter. Une candidature qui n'a pas échappé au traitement des médias et des journaux à travers le pays. Cependant, le fait que Paul Biya se déclare à nouveau candidat n'a rien d'étonnant pour la plupart des cadres de son parti, comme pour plusieurs de ses alliés. Ils estiment qu'un 8e mandat de Paul Biya lui permettrait de poursuivre les grandes réalisations qu'il a entamées dans le mandat qui s'achève. Mais Paul Biya a-t-il encore réellement les capacités pour gouverner? A-t-il encore le contrôle sur le pouvoir? Sur ces questions, les avis divergent entre partisans du régime et leaders de l'opposition. Je pense que nous voyons tous le président. Je pense que tant que quelqu'un est en possession de ses moyens, tant physiques qu'intellectuels et psychologiques, il peut diriger le pays. Il a prouvé depuis qu'il est là. Donc je ne trouve rien d'anormal à ce qu'il se représente. Non. C'est un non clair et univoque. Parce que à cet âge-là, on n'a pas la capacité de faire ce qu'il faut. Et les conclusions de la tripartite, qui limitaient le nombre de mandats, sont quelque chose qui aurait dû rester intangible. Et en ne l'ayant pas respecté, ce que je considère comme un pacte républicain, en principe, le président Biya est sorti du champ de la légitimité. Ne serait-ce que pour cet argument-là, il ne devrait plus se représenter. Constitutionnellement, il en a le droit. Maintenant, la question, moi je la pose autrement. Est-ce que toutes les fois qu'il a gagné, a-t-il vraiment gagné? En 92, tout le monde s'accorde à dire que non. Il avait perdu. Mais on l'a proclamé vainqueur. Parce qu'entre-temps, les langues se délient. Il y a même de célèbres opposants aujourd'hui qui font des aveux d'avoir été artificiers de cette fraude électorale. Les autres fois, moi j'ai été candidat à l'élection présidentielle de 2018. Autant je ne peux pas apporter la preuve irréfutable de sa défaite, encore moins de sa victoire, autant je suis convaincu qu'il n'a pas eu 77% qu'on a annoncé. Du coup, la question est celle-ci. Les Camerounais devraient-ils continuer à laisser un homme visiblement fatigué, visiblement cerné au pouvoir? Je pense que dans l'esprit de beaucoup, on tourne un peu la page du président. C'est ce que je ressens. Ça fait que les gens dépensent moins de leur énergie, se disant qu'il vaut mieux conserver cette énergie-là pour les batailles d'après le président. Si l'attention se cristallise autour de l'âge de Paul Biya et sa capacité à continuer à diriger le pays, son mode de gouvernance imprévisible, ses silences présidentiels, tout autant que le bilan de ses 42 ans de pouvoir, sont diversement appréciés. Car depuis 1982, le règne de Paul Biya a marqué des décennies de stabilité relative, mais aussi des défis persistants. La corruption, les inégalités sociales, l'état des routes, le déficit infrastructurel, la défaillance des systèmes de santé et d'éducation, la crise dans les régions anglophones du pays et l'insurrection de Boko Haram dans l'extrême nord. Il y a ceux qui s'adressent à lui en lui disant, au regard de la situation, au regard de votre condition physique, il ne faut plus y aller. Ceux-là pensent qu'ils décident.
Moi, je pense que non. Parce que je suis un homme politique. Et je pense même que j'ai aujourd'hui plus d'expérience qu'avant. Et que je sais que la décision parfois d'un homme politique, on n'a même pas besoin d'être vieil homme politique, n'est jamais simple. Et que souvent, ce qu'on considère comme la décision d'un homme politique est souvent simplement le produit d'un consensus, d'une longue discussion, d'un enchevêtrement de concessions. Et parfois, c'est ceux qui, à un moment ou à un autre, ont de l'influence ou de l'emprise sur un décideur qui contrôle la décision du décideur. Le président Paul Biya est arrivé au pouvoir, je devais être en classe de CM2 à l'école de Bipanda. Et quand je regarde ce moment-là de l'enfance, pour aujourd'hui, il n'y a même pas eu beaucoup de bâtiments qui ont changé. On peut tout dire du président, mais il a fait ce qu'il a fait, il va faire ce qu'il va faire pour le pays. Mais ce n'est pas un grand bâtisseur en termes d'infrastructure. Il a d'autres mérites, diriger un pays 42 ans, le garder en l'état, parce que son premier mérite pour moi, c'est d'avoir gardé le pays comme il l'a reçu. C'est-à-dire qu'un pays uni, une république unie, même si aujourd'hui on a enlevé le mot uni, mais la République du Cameroun. On a vu 42 ans de prospérité, on a vu quand même 42 ans de liberté, on a vu 42 ans de développement des infrastructures. Les Allemands au Cameroun, c'est de 1884 à 1914. C'est-à-dire c'est 40 ans. Ils sont partis, mais il faut voir ce qu'ils ont fait pendant 40 ans. Ils ont ouvert le pays. Les Français, c'est 1920, 1960, 40 ans. Hein? Mais il faut voir ce qu'ils ont fait. Mais le président Biya est là depuis plus de 40 ans. On ne peut pas comparer ce qu'il a fait en 40 ans ou ce que ces gens-là ont fait en 40 ans avec ce que lui il a fait en 40 ans qui est insignifiant. Mais malgré ça, plutôt que d'avoir l'attitude qu'avait eu Pierre qui à un moment donné a dit à ses compatriotes, bon, j'ai essayé, ça va marcher, je préfère me retirer. Mais lui, il s'accroche. On a un pays qui est pris en otage par moins de 100 personnes. Un bilan assez mitigé, peu flatteur selon une bonne frange de la population, et qui a poussé 2 ministres du gouvernement et alliés de poids du régime à démissionner au mois de juin et juillet 2025. Respectivement ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et ministre d'État chargé du tourisme, Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, tous deux originaires de la région septentrionale du pays, dénoncent un bilan mi-figue, mi-raisin des 42 ans de pouvoir de leur allié d'hier et l'essoufflement d'un système qui ne fonctionne plus. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne.
Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service des puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en deux clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne que ce pouvoir, relevant de la souveraineté du peuple, se trouve donc accaparé par ces deux groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. Des alliances qui se brisent, des soutiens d'hier qui désormais dénoncent le mode de fonctionnement du régime en place et rejoignent les rangs de l'opposition, souhaitant à leur tour diriger le Cameroun. Le 12 octobre 2025, les Camerounais se rendront aux urnes. Leur choix déterminera la trajectoire de cette nation aux multiples facettes. Un choix qui, espère-t-il, apportera la paix, la prospérité et la cohésion sociale dans un pays en crise. Ici, des avocats qui manifestent contre les violences policières qui se multiplient à leur égard, là de hauts dignitaires du régime, accusés d'inaction face à la misère des populations, rudement prises à partie par des élus au nord du pays, tandis qu'un ministre en déplacement subit une attaque à la farine par des anti-régimes à Bruxelles. Il n'y a rien. Allez, faites au Cameroun. Allez. Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Et là, un haut responsable dénonce l'état catastrophique du réseau routier dans un pays où les accidents mortels se comptent chaque année par milliers. Impossible de ne pas entendre les plaintes quotidiennes des Camerounais sur le système de santé. Les hôpitaux, souvent qualifiés de mouroirs, accusent un déficit en ressources humaines estimé à 80 000 recrues. Chaque année, 20 000 jeunes diplômés du secteur viennent gonfler les rangs du chômage ou du sous-emploi. Pour les privilégiés, les évacuations sanitaires coûtent chaque année plusieurs dizaines de milliards aux finances publiques. C'est un monsieur qui a un management ponctué d'une profonde indifférence à l'égard des Camerounais. C'est pas quelqu'un qui a mis de l'empathie dans son mode managérial. C'est pas un président qui va s'exprimer parce qu'il y a un accident de train, par exemple. Tout le pays va s'en émouvoir, mais lui, d'ailleurs, il va être absent pendant ce moment. Il va revenir quelques jours après, accompagné de son épouse, habillé en rose. Il va y avoir inondation dans une partie du pays. Ça va engloutir des villages entiers. Des gens vont mourir par centaines. C'est pas le genre de président qui va s'encombrer d'être présent, quoi, de se déplacer ou quelque chose comme ça. Il est important que les gens sachent qu'est-ce qu'il y avait avant. On a vu quelqu'un qui a privilégié le dialogue comme mode de résolution des conflits, comme mode d'administration de notre vie publique. Je pense qu'il n'y a que aujourd'hui des raisons d'espérer qu'il peut faire encore mieux. D'autant plus que ces 42 ans ont été marqués par des batailles difficiles, ont été marqués par des combats compliqués. Il a su toujours prendre le recul pour mieux sauter, pour préserver l'unité du pays, pour préserver le pays. Donc je crois que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les grandes lignes de la politique de Biya sont connues et sont tracées. On va poursuivre pour davantage d'améliorations. Monsieur Biya, malgré son expérience, malgré son âge, n'a plus rien à proposer aux Camerounaises et aux Camerounais. Tout ce qu'il a proposé, je pense qu'il n'a même pas pu donner 2% de ce qui a été proposé depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et ce n'est pas
à 100 ans qui va commencer à faire ce qu'il n'a pas pu faire quand il était jeune et quand il pouvait. Après un long règne, on tangue quand même. On va tanguer. Ça, je pense que de ce point de vue, il n'y a pas de miracle. On va tanguer non pas parce qu'il manque d'outils, mais parce que dans tous les cas, c'est une rupture. Il y aura certainement une rupture. Quelle que soit la formule, il y aura une rupture. Sur le front de l'éducation, plusieurs fois paralysé par des grèves très suivies, le mouvement des enseignants indignés s'est transformé en OTS, comprenez, on a trop supporté, et réclamé au gouvernement des arriérés de 185 milliards de francs CFA qu'il peine toujours à recouvrer à ce jour. Malgré un potentiel économique indéniable, le Cameroun est encore aujourd'hui confronté à un taux de chômage très élevé, qui a culminé à 74% en 2024, notamment chez les jeunes. L'inflation et les difficultés d'accès aux services de base restent aussi des préoccupations majeures. Face à ce tableau préoccupant, la classe politique compte sur la mobilisation des électeurs. Pour ces acteurs, l'engagement citoyen est un enjeu de premier plan. De nombreuses initiatives visent à encourager les inscriptions sur les listes électorales et à sensibiliser sur l'importance du vote. Mais ces outils sont-ils efficaces et pourraient-ils porter des fruits face à un pouvoir souvent accusé de fraudes électorales par l'opposition? Ce que nous sommes en train de faire depuis 3 mois, mobiliser nos 75 000 agents électoraux pour être dans les bureaux de vote sur toute l'étendue de la République, parce que c'est par là que la fraude passe souvent, pour garantir aux Camerounaises et aux Camerounais leur choix. Et le choix, ma foi, si les Camerounais décident qu'à la fin du mandat qui sera entamé en 2025, le président de la République sera centenaire, c'est un choix que nous respecterons en tant que démocrates. Mais non, si les Camerounais pensent qu'il y a trop de risques d'avoir un président que quand il tousse à Genève ou quand il se fait mouiller à Paris, tous ont peur qu'il ne va pas revenir, il y a un choix à faire. Et ce choix-là, moi je dis, avant toute chose, avant de penser à l'âge, avant de penser aux origines, il faut penser au programme que les candidats proposent. Nous avons formé et lancé officiellement en septembre dernier une organisation qui s'appelle les Bâtisseurs de la Nation, dont l'objectif est d'offrir une plateforme aux Camerounais de coaliser les électeurs, d'avoir 10 000 volontaires ou plus répartis sur le territoire camerounais qui auront pour charge d'observer les résultats et de les compiler pour produire ces résultats. En plus, il faut aller surveiller vos votes, il faut aller le défendre, à la limite être prêt à mourir pour son vote. Le RDPC est impliqué, tous les partis politiques sont impliqués. Dès que vous avez une candidature à une élection, vous êtes impliqué, que ce soit dans les inscriptions, que ce soit dans les bureaux de vote, que ce soit dans le dépouillement. Donc, je ne crois pas qu'il y ait meilleure transparence que d'impliquer tout le monde à toutes les étapes. Lorsque je lance 11 millions d'inscrits, le mouvement 11 millions d'inscrits à l'époque, plein de gens me prennent pour un zozo. Oui, mais ça ne pourra pas. Mais je dis, mais schématiquement, allons-y, expliquez-moi comment c'est pas possible. Il appartient au peuple de dire en 2025, Monsieur le Président Biya, vous êtes arrivé en 82, et même avant 82, vous y étiez déjà là, puisque 20 ans avant, en 62, le président Biya, on oublie souvent, non, en 68, le président Biya, en 68, était cumulativement directeur du cabinet civil et secrétaire général de la présidence de la République. Vous avez voulu votre boss dans la haute administration. Vous avez fait ce que vous avez pu en 42, 43 ans. C'est bon. Rendez-vous utile pour la suite en vous tenant aux côtés de ceux qui vont vous remplacer avec vos précieux conseils d'expérimenter du pouvoir. Autre enjeu de cette présidentielle à venir, la réforme du système judiciaire camerounais. Une justice constamment jugée à double vitesse et aux ordres du régime. Entre peines démesurées et règlements de comptes politiques, un cas résume à lui tout seul l'horreur judiciaire que vivent de nombreux Camerounais depuis des décennies. C'est celui d'Amadou Vamoulké,
journaliste et ancien directeur général de la CRTV, la radio-télévision nationale, condamné à 32 ans de prison. Une condamnation sur la base d'accusations grotesques, selon ses avocats et Reporters sans frontières. Amadou Wal-Moulke, c'est l'incarnation de la rigueur dans le travail. Et ça, tout le monde le sait. Amadou Wal-Moulke, c'est l'incarnation de l'intégrité. Amadou Wal-Moulke incarne aussi l'humilité par rapport à l'argent, par rapport aux honneurs. Je veux exprimer ma profonde inquiétude pour Amadou Wal-Moulke, ancien directeur de la télévision publique camerounaise, prisonnier politique, gravement malade et privé de soins. La situation d'Amadou Wal-Moulke est emblématique de tout un pays en panne démocratique et qui souffre. Le procès d'Amadou Wal-Moulke a été reporté 178 fois. Un triste record. RSF, l'ONU et plusieurs associations de médias à travers le monde appellent sans cesse et sans succès à sa libération. Amadou Wal-Moulke, 74 ans, est aujourd'hui atteint d'une neuropathie sévère. C'est ici, à 15 km au nord de Yaoundé, que le corps de Martinez Zogo a été retrouvé dimanche. Animateur vedette au Cameroun, il était porté disparu depuis le 17 janvier. Qu'est-il arrivé au journaliste camerounais Martinez Zogo? Par qui, comment et pourquoi a-t-il été tué? L'enquête ne fait que commencer au lendemain de la découverte de son corps au nord de Yaoundé. Porté disparu depuis mardi soir, il travaillait pour la radio Amplitude FM. Dans son émission quotidienne, Embouteillage, au ton polémique, il avait pour habitude de citer nommément des personnalités haut placées qu'il accusait entre autres d'enrichissement illicite ou de pratiques illégales. Les enquêteurs ont procédé hier à des perquisitions chez l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. Les éléments rassemblés contre Jean-Pierre Amougou Belinga sont accablants. Des détails rapportés par Justin Dunway, le chef du commando ayant reconnu avoir tué le journaliste. Des révélations qui, selon RSF, confirment l'hypothèse d'un crime d'État. C'est l'autre cas emblématique qui attire l'attention sur les dysfonctionnements de la justice, celui de Martinez Zogo. En janvier 2023, cet animateur radio populaire dans la capitale est sauvagement torturé, mutilé et tué, son corps retrouvé dans une localité à la périphérie de Yaoundé. Aujourd'hui, la dépouille de Martinez Zogo est toujours conservée dans une morgue de Yaoundé, dans l'attente de l'issue d'un procès qui s'enlise au tribunal militaire de la capitale. Anomalie judiciaire parmi d'autres, les avocats des différentes parties ne sont pas autorisés à accéder au dossier de cette affaire autrement que par une consultation sous surveillance. Dans cette affaire, nous serons effectivement les fantômes de la vérité, pour qu'elle ne soit pas réécrite. Nous irons jusqu'au bout, nous allons défendre notre position, la position initiale que nous avons depuis le début, à savoir, ce n'est pas une torture, c'est un assassinat. Martinez Zogo n'est plus là, n'est plus présent parmi nous, il a été torturé, mais son état physique a subi une évolution. Il faut que la procédure, elle aussi, subisse cette évolution-là et qu'on aboutisse au final à une qualification d'assassinat pour tous les prévenus. Des assassinats comme celui-là, des emprisonnements et des gardes à vue récurrentes de journalistes ont fait du Cameroun en 2024 le 130e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. On attend toujours de voir que la justice est rendue à Martinez Zogo. Moi, en tant qu'avocat, je vois des confrères régulièrement se faire molester. On a vu des organisations de la société civile interdites, menacées, etc. On vit dans un climat de terreur. Hein? Il faut avoir l'honnêteté de le dire. On est dans cette situation où on ne fait pas un procès contre tel autre, mais le procès contre tel autre, ça va très vite. On fait rembourser celui-ci, mais on ne peut pas rembourser celui-là. Et c'est ça l'injustice. Nous savons très bien quel est le niveau de bordélisation de l'État aujourd'hui. Qu'est-ce que nous on appelle la bordélisation de l'État? C'est
l'affaissement de l'autorité de l'État. L'État, pour beaucoup de Camerounais, est simplement une sorte de vache à lait. Comme de toute façon, cet État-là ne vole jamais à mon secours, ne me protège jamais, mais il prend quand même mes impôts, il prend quand même mon argent. J'essaie de reprendre ce que je peux. Et ceux qui ont organisé ça le savent très bien. Je pense qu'il y a comme une espèce d'affaiblissement de l'image de l'État. Du fait que de plus en plus, les domaines dans lesquels on attend de voir l'État se manifester, que ces domaines-là sont des motifs d'insatisfaction des populations, renvoie une image qui essaie d'un État affaibli. Malheureusement, M. Biya pense que le temps est son allié. Au fait, le temps était son allié il y a 30 ans. Aujourd'hui, le temps est son plus grand ennemi. Et ceux qui sont autour de lui n'arrivent pas à le lui faire comprendre. Et je pense que quand vous voyez comment il réagit, comment il gère les situations dans ce pays, vous comprenez que lui-même ne l'a pas encore compris. La corruption, avec son corollaire d'injustice et de discrimination, demeure le premier motif de mécontentement envers le système actuel. Si vous ajoutez à cela la corruption ambiante, vous ajoutez à cela les détournements massifs, il y a quand même, parce que si c'est la société civile qui dit, on peut dire, bon, vous exagérez, mais quand la Cour des comptes elle-même sort un rapport pour dire Covid-Gate, 180 milliards ont été détournés, c'est quand même une institution qui a été mise en place par le président. La corruption est à un point que, aujourd'hui, que j'ai beaucoup travaillé, notamment du fait que je suis à l'Assemblée nationale sur les questions budgétaires, je sais que nous sommes capables d'avoir un budget qui fait le double des 7 000 milliards que nous avons adoptés en fin 2024. Mais tout cela est grippé parce que le pays tient sur l'équilibre de la corruption. En fait, l'oxygène du Cameroun, c'est la corruption. À mon avis, et ça, si on peut prendre les exemples d'ailleurs, je n'ai pas envie de dire qu'il manque une volonté forte de lutter contre la corruption, mais je le dis quand même. Je le dis quand même parce que lorsqu'on voit les instances qui sont mises en place et les outils qui sont mobilisés, ça reste des outils, j'ai envie de dire, de principe. Des outils de principe, c'est-à-dire qu'il faut faire un contrôle. Oui, on va envoyer un contrôleur. On va pointer qu'on a fait un contrôle. Et donc, peut-être qu'on a lutté contre la corruption, alors qu'on sait que peut-être le contrôleur lui-même aussi, soit il ne fait pas son travail, soit il est corrompu. Donc, moi, je pense qu'au moins, la vérité est sûre. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est l'action. Depuis la dernière élection présidentielle en 2018, les questions de repli identitaire et de préférence ethnique font partie des sujets les plus abordés dans les médias et au sein de la population. Des questions qui auront certainement un impact et une résonance particulière lors de la présidentielle du 12 octobre 2025 dans un pays qui compte plus de 200 ethnies. Les gens se sont radicalisés et il y a eu du repli identitaire. Et c'est sur les réseaux sociaux, vous n'avez qu'à faire un petit tour avec les discours de haine, même sur les plateaux de télé, c'est intenable. Ces replis identitaires sont entretenus également par des conflits, des violences, si on peut le dire ainsi. Des violences à peine masquées entre communautés. Ça peut être cognitif, ça peut être intellectuel, parfois ça peut être physique. On a vu au nord également qu'il y a des violences. Donc je pense que cet environnement nécessite quand même qu'on s'y attarde. L'individu ou l'être humain étant essentiellement grégaire, quand l'État ne vous offre plus une toiture rassurante, qu'est-ce que vous faites? Vous repliez vers votre communauté. Nous n'avons pas laissé se développer le tribalisme, mais je dois constater aussi qu'il y a eu un certain repli identitaire des uns et des autres. Ce n'est pas dans le programme politique du RDPC, ce n'est pas dans les prétentions ni dans le programme politique du président Biya. C'est quelque chose qu'on a constaté et contre laquelle nous nous battons. Nous estimons que chaque Camerounais doit se sentir chez lui, partout où il se trouve au Cameroun. Les questions communautaristes ne doivent pas nous éloigner les uns des autres. C'est un discours qui est important, parce que j'en suis un des chantres, mais c'est un discours qui doit être maîtrisé, parce que ça doit se faire dans le cadre de la République.
Pour moi, la République, c'est quelque chose de très, très, très important. Et aussi, quelle que puisse être la décision du président tôt ou tard, ou ce qui va arriver tôt ou tard, que tout se construise dans le cadre de la République. Parce que nous sommes avant tout des Camerounais. Refoulée à l'arrière-plan, ce qu'on appelle la crise anglophone reste vivace et coûteuse en vie humaine. Les mesures gouvernementales jugées insuffisantes ont surtout contribué à installer dans la durée un conflit de basse intensité. Des militaires en patrouille régulière sur cet axe commercial. Malgré l'accalmie, ils protègent les convois de marchandises et de passagers dans cette région anglophone où, en octobre 2017, des sécessionnistes rêvaient d'installer la capitale de leur État, dénommée Ambazonie. Tous ceux qui aiment ce pays, tous les bons Camerounais voudraient que ce problème s'arrête. Et il y a deux problèmes, il y a un problème de violence et un problème politique. Et je tente toujours à dire qu'il ne faut pas mélanger les deux. Une grosse partie de la violence vient du problème politique, mais il y a un problème politique et un problème de violence. Et il y a la majorité de ceux qui sont conscients du problème politique, comme moi, nous sommes contre cette violence. Donc, quand on met les deux ensemble, on n'arrive pas à trouver une solution. Et je dirais même que même beaucoup de Camerounais qui sont proches de M. Biya sont conscients qu'il a créé un problème politique qu'il faut résoudre. Donc, ils sont, comme moi, contre la violence, mais ils sont d'accord qu'il faut résoudre le problème politique. Vous considérez la crise anglophone comme un échec du régime. Le régime n'est pas fini, il est en cours et la crise anglophone, comme vous l'avez appelé, a été prise à bras le corps. Et nous sommes en train de nous acheminer vers la résolution totale de cette crise. Je ne peux pas dire que ça a été un échec. Ça a été un accident de parcours et ça a été un gros problème parce que le président Biya s'est engagé à garder le Cameroun uni. Il y a eu une tentative de diviser le Cameroun qui n'est pas en train de réussir. Vous allez quand même me concéder cela, que cette tentative de diviser le Cameroun n'est pas en train de réussir. Elle est même aussi en train d'échouer. Cette crise anglophone qui se dessine là ne peut être résolue que par le retour au système fédéral. C'est un système que les anglophones ont appliqué et qu'ils connaissent. Ça va les rassurer, ça va protéger certains héritages culturels, bien que ça vienne du colonialisme. Donc il faut un gradual process. Et il faut qu'on laisse les gens eux-mêmes décider. Parce que là, le nombre de francophones qui vont dans les écoles anglophones n'a rien à faire avec la proportion de la population. Les francophones, de plus en plus, ont tendance à envoyer leurs enfants dans les écoles anglophones. Donc, on ne peut pas décider où il va aller. Donc, il faut absolument qu'on reparte du système fédéral. Quand nous parlons de fédéralisme, il faut bien qu'on se comprenne, parce que pour justement essayer de distraire ou désinformer les électeurs, on a fait croire que le fédéralisme a quelque chose à voir avec la géographie, à en couper le pays, le séparer. Non, il n'y a rien qui unit plus que le fédéralisme. Les pays les plus forts au monde ont une forme fédérale, tous. Les défis sont énormes. De nombreux Camerounais aspirent au changement, à une alternance au sommet de l'État et fondent leurs espoirs sur l'opposition pour y arriver. Mais face aux géants du RDPC, l'opposition camerounaise apparaît souvent fragmentée. Quelles sont ses chances d'offrir une alternative crédible au peuple camerounais? Entre la tentation du cavalier seul et une candidature unique de l'opposition, les stratégies restent à clarifier pour des électeurs qui, dans leur immense majorité, n'ont jamais connu d'alternance. Je pense que, puisque beaucoup d'entre ces partis regardaient les législatives et les municipales de 2025, maintenant qu'on a renvoyé ça à 2026, moi je pense que pour l'opposition c'est une aubaine,
l'échéance qu'on a, c'est les présidentielles. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a toutes les raisons. Pour la dernière élection, il y avait 25 000 bureaux de vote. Peut-être on aura 28 000 ou 30 000, je n'en sais pas. Non, je ne sais pas trop. Et si vous devez placer 2 personnes par bureau de vote, même une seule, à 10 000 francs, vous êtes à 300 millions. Le jour du vote. Alors, hébergement et tout ça, dans mes calculs, rien que cette logistique-là, on est près du milliard. Quel est le parti d'opposition qui peut le faire? Si vous ne mutualisez pas vos forces, on va vous dire, oh, le code électoral. Non, non, non. C'est une fausse route. Ce qui est clair maintenant, que si on est absent dans 70% des bureaux de vote, mais ceux qui y sont écrivent ce qu'ils veulent. Je pense que le débat sur le choix d'un candidat unique des partis politiques est, à mon humble avis, surtout aujourd'hui, sans objet. Il est sans objet pour diverses raisons. La première, c'est que le seul qui gagne dans ce débat, à qui profite le crime, c'est le laboratoire de M. Biya. Et c'est eux qui distillent cela, c'est eux qui le poussent. Vous allez voir que les journaux pro-Biya émis en France ne parlent que de ça. Il faut bien qu'ils justifient leur pays. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils gagneraient? Parce que, sachant que justement, l'opposition va faire un très très bon score, il faudra justifier la fraude. Et comment est-ce qu'on peut justifier la fraude quand on n'a pas de preuves? C'est en se disant, mais si c'était mis ensemble, ils auraient pu gagner. Hélas, en 2025, ça ne sera pas le cas. On ira comme au Sénégal et ailleurs et on gagnera. Ce qu'il faut davantage rechercher au Cameroun, ce n'est pas tant un candidat unique de l'opposition, mais un candidat prépondérant entre les candidatures sérieuses. Et dans le cas, si vous faites une photographie du spectre politique camerounais aujourd'hui, vous en avez 4 ou 5 qui, s'ils se mettent ensemble et dégagent l'un d'entre eux comme candidat, ça, ce sera un bon candidat prépondérant. Parce que c'est en 91 que l'ensemble des partis d'opposition faisaient 60% des voix. C'est-à-dire, l'OSDF avait 36%, l'UNDP avait 15%, 16%, ça fait déjà 50%, et l'UDC de Ndamjoué avait 5%, ça faisait 55%. Mais aujourd'hui, à l'élection présidentielle, toute l'opposition réunie a fait moins de 25%. Moins de 25%, ça veut dire que la solution n'est pas dans une union de l'opposition, parce que même si cette union se paierait et qu'on récupérait les voix d'opposition voix par voix, on n'atteindra pas la masse critique permettant de faire partie le régime. Non. Parce que je ne vois pas quelqu'un, en tout cas je ne vais pas citer les noms, mais chacun se le connaîtra, qui va dire non, mais vas-y, toi tu vas être président, je suis derrière. Non, chacun va être président. Donc il faut s'entendre sur peut-être la création du vice-président, parce que tous ont des qualités. Hein. Tous ou toutes ont des qualités. Donc ils peuvent se substituer. Si moi je suis laissez-moi président parce que bon, peut-être j'ai ceci, je peux faire cela. Vous aussi, vous pouvez être vice-président. Le Premier ministre, c'est lui-ci ou celle-ci. Donc, ils peuvent encore s'entendre là-dessus. Nous constatons que les gens ne voudront accepter qu'ils sont impliqués que quand ils auront eux-mêmes gagné les élections. Alors, pour gagner les élections, ils savent ce qu'il y a à faire. Il faut qu'ils convainquent leurs électeurs. Et ça ne se convainc pas à force de violence ou à force de parler trop fort. Ça se convainc par le bon discours politique. Le plus important en 2025, c'est de voir un taux de participation au scrutin record et de voir les électeurs camerounais s'impliquer dans la surveillance du vote, la supervision de ce scrutin, pour s'assurer que les résultats qui seront publiés soient le reflet effectif de leur volonté, que cette volonté soit enfin connue et respectée. Le poids électoral des régions septentrionales du Cameroun en fait une zone stratégique pour le prochain scrutin présidentiel comme pour les précédents.
Surtout que naissent, depuis ces dernières années, des revendications envers un pouvoir jugé peu reconnaissant. Un mouvement dénommé 10 millions de nordistes a d'ailleurs vu le jour en 2020. Son leader, le directeur de publication du quotidien L'Œil du Sahel, multiplie depuis sa création des communications sur les réseaux sociaux pour défendre les intérêts des régions concernées et militer pour que ces régions pèsent de tout leur poids lors du scrutin d'octobre 2025. Cette partie du pays représente habituellement près de la majorité des votants, mais le taux de scolarisation est paradoxalement le plus faible. Les régions qui sont frontalières à d'autres pays, ailleurs, comme le Sud est ouvert sur le Congo, sur le Gabon, sur la Guinée équatoriale. Les populations peuvent commercer et que nous soyons adossés au Nigeria et que nous n'avons aucune route qui nous permet de commercer avec le Nigeria. Ça également, c'est un problème. Nous voulons comprendre et à la fin, nous nous sommes résignés parce qu'on s'est dit que c'était peut-être des choix politiques et que nous devons les assumer. Donc, pourquoi nous revenons au pouvoir? Nous revenons au pouvoir parce que notre situation est telle que si nous n'y sommes pas, cette situation peut imploser. Nous ne cherchons pas à revenir au pouvoir pour que le Nord soit privilégié. Non, c'est pour que ce qui lui est dû dans la marche du pays lui soit concédé. Que s'il y en a 10 pour tout le monde, que le Nord ait 3. S'il y en a 20, que le Nord ait 6. Parce qu'aujourd'hui, quand il y en a 10, le Nord a peut-être 0,3%. Et ça, nous ne l'admettrons plus. J'ai été le premier homme politique camerounais à aller toucher du doigt les réalités. Et d'ailleurs, je remercie l'armée qui m'a accompagné. Les réalités, la guerre de Boko Haram dans l'extrême nord à l'époque. Et les similitudes entre les deux guerres, je peux vous les dire. Je le dis haut et fort, je le dis au Parlement. Je n'ai vu aucun jeune qui avait une âme qui m'a dit « Monsieur le Président, ce que nous voulons ici, c'est de ceci ou de cela. » Il n'y avait pas un fond idéologique. 100% de ces jeunes, aucun de ces jeunes n'arrivait en brousse en démissionnant dans une banque ou à l'administration ou même en quittant son étal au marché. Tous ces gens sont arrivés en brousse parce que la société les a mis de côté. Et c'est pour cela qu'au SDF, nous considérons le chômage des jeunes, que le chômage des jeunes au Cameroun doit être pris en compte ou considéré comme un défi de sécurité nationale. C'est un problème de sécurité nationale parce que c'est le chômage des jeunes qui alimente Boko Haram, qui alimente le nord-ouest et le sud-ouest. Ceux qui seront officiellement candidats à la présidentielle d'octobre 2025 devront aussi conquérir les voix de la diaspora camerounaise. Une diaspora souvent regardée avec méfiance par le pouvoir de Yaoundé, qui est marquée par les actions de protestation souvent violentes de certains milieux hostiles au régime. Certains y voient l'une des raisons pour lesquelles les dirigeants actuels s'opposent au principe de la double nationalité, alors que bon nombre d'entre eux en bénéficient à titre individuel. Le président a dit que ce problème sera examiné. Et il est effectivement entré en examen après cette rencontre-là. Le gouvernement ne peut pas avoir peur de la diaspora puisque le gouvernement même a créé des cercles pour développer le dialogue avec la diaspora. Il a créé des textes, des règlements pour encourager la diaspora à se sentir à l'aise à l'étranger et à pouvoir revenir au Cameroun. Et je pense que tout ça, c'est des actions que le président de la République, le président Biya, a impulsées pour qu'on avance dans ce débat. Octobre 2025, période de tous les dangers ou de toutes les solutions. Une chose est sûre, aucun des acteurs politiques ne souhaite brûler le pays. Pour des élections apaisées, tous les camps veulent faire preuve de maturité et de patriotisme. Si nous n'arrivons pas à faire partie du président Biya
à la prochaine élection, il décédera au pouvoir. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, décédant au pouvoir et ne laissant pas en place un mécanisme constitutionnel efficient et transparent et accepté de tous. Parce qu'il faut qu'il soit accepté de tous. Pas seulement des hommes politiques, mais également des forces de défense et de sécurité. On entre dans une période d'incertitude certaine. La plus grosse menace pour ce pays, c'est lui. Parce nous sommes dans une autocratie. La Constitution lui donne 99,9% de tous les pouvoirs. Donc il a les pouvoirs de faire en sorte que cette élection se passe bien, pour lui-même d'abord, ou il a le pouvoir de ne rien faire et de prendre le risque que ça glisse. Une chose est sûre, si l'impasse est organisée, et c'est ce que je pense, on est en train de créer une voie pour l'armée. Au Gabon, l'impasse était les résultats des élections. Ça a donc créé un passage. Et l'armée vient maintenant en sauveur. Et dans le cas du Cameroun, un impasse est déjà presque, à mon avis, tout préparé. Moi, je pense que les élections de 2025 ne devraient pas seulement nous intéresser du point de vue de qui sera président. C'est quel que soit le président, il faudra gérer la rupture. Et la rupture dans le long règne, qui a sédimenté un certain nombre de pratiques. Est-ce qu'on va déconstruire les pratiques de manière révolutionnaire? C'est pas possible, c'est pas envisageable. Et donc moi, je pense que dans ce processus incrémental, il faudrait donc qu'on réfléchisse à la cohérence des institutions. Qu'on laisse les hommes, qu'on travaille les institutions. Et moi, je pense que ce sont des questions qui sont fondamentales et qui, de mon point de vue, devraient être adressées, j'ai envie de dire, par les philosophes, pas par les hommes politiques, parce qu'ils n'ont pas le recul nécessaire en dehors de leurs appétits politiques et de leurs appétits pouvoiristes, de pouvoir s'élever, de monter en généralité, pour voir les choses vraiment de manière détachée. À la veille du scrutin du 12 octobre, la possibilité d'un changement qui viendrait des urnes n'a rien d'une évidence face à un système quarantenaire en campagne pour sa perpétuation. Les discours qui encouragent le repli ethno-tribal se radicalisent et présentent l'alternance comme une menace mortelle pour les uns ou comme une revanche à conquérir à tout prix pour les autres. Du côté des candidats de l'opposition en lice, toujours en mal de stratégie, le doute semble déjà s'installer, si l'on en croit les posts qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Les Camerounais s'apprêtent à élire un vieil homme qu'ils ne voient pas, il ne leur a rien promis et ne leur a rien demandé. Écrit ainsi le confrère Jean-Bruno Tagne, journaliste qui parie sur le statu quo. Mais les questions essentielles demeurent. Qui guérira le Cameroun de ses plaies béantes ravivées par la course au pouvoir? Qui reconstruira une économie aux abois? Qui relèvera les défis de l'avenir, du numérique, de l'intelligence artificielle, de l'emploi des jeunes? Une nouvelle impulsion sera-t-elle possible au Cameroun en 2025? Réponse après le 12 octobre.